pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, nous sommes le jeudi 6 février 2025, c'est la revue de presse numéro 435. Alors c'est bien ce que je vous disais hier, je vous disais qu'il fallait prendre les paroles de M. Trump avec prudence. La Maison-Blanche fait comme moi en fait. En particulier Marco Rubio nous dit que finalement, M. Trump n'a jamais ou ne voulait pas dire que les Palestiniens devaient partir de Gaza complètement. Ils devaient partir temporairement de Gaza. Bon, enfin, tout ça, ce sont des discours, il faut attendre. En plus, tous les pays arabes sont contre cette proposition de mettre les Palestiniens dehors. Même provisoirement, d'ailleurs. Enfin, là, provisoirement, si on veut complètement reconstruire Gaza, il va falloir trouver quelque chose, un terrain où mettre ces 2 millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Alors, pour M. Zelensky, ça ne va pas du tout. Là, il comprend très bien qu'il faut maintenant faire la paix, et vraiment la paix très rapidement, avant que les Russes ne prennent de plus en plus de terrain. Et il pourrait peut-être aller même jusqu'à Odessa. Ce qui serait alors là un cauchemar pour Zelensky. Bon, eh bien écoutez, voilà la revue de presse. Alors n'oubliez pas le Congo non plus. Bon, les forces rwandaises se dirigent vers une autre ville du Congo, et Bukavu en particulier. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Est-ce que l'ONU va faire quelque chose? Est-ce qu'on va envoyer d'autres casques bleus? Est-ce qu'on va essayer de stopper le Rwanda, de mettre des sanctions sur le Rwanda? Peut-être. Ça m'étonnerait, vraiment. Les Congolais sont un peuple sacrifié à nos téléphones portables. Bon, la revue de presse du jeudi 6 février 2025. Bonne lecture. Au revoir. Donc Zelensky nous dit, bah voilà, si en dernier recours on n'a pas le choix, on négociera avec les Russes. Donc on voit bien que par rapport à ce qui se passe sur le terrain, on va en parler, eh bien les types n'ont plus le choix et qu'on est en train de nous préparer le fait que bah demain on va voir l'Ukraine être obligée d'accepter les conditions de la Russie. Voilà. Et alors la réaction des Russes est phénoménale parce qu'ils disent mais de toute façon lui il nous parle pas, on s'en fiche, il a plus de légitimité. Et en plus il dit rouge, il dit bleu, il dit rouge foncé, rouge clair. C'est un interlocuteur qui est complètement démonétisé. Donc on attend de discuter avec les Yankees pour savoir comment ça se décidera. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est une déclaration extrêmement importante qu'a fait le président ukrainien ce soir à la télévision britannique quand le présentateur lui a posé la question: est-ce que vous seriez prêt à vous retrouver à la table des négociations avec Vladimir Poutine pour discuter? Volodymyr Zelensky a répondu effectivement que si c'était la seule façon de ramener la paix en Ukraine, de mettre fin à cette phase intense de la guerre qui dure depuis 3 ans, eh bien oui, il serait prêt, il est prêt à discuter avec Vladimir Poutine. Dans le reste de l'interview, Volodymyr Zelensky rappelle que néanmoins, s'il y avait des discussions de cet ordre, eh bien, il resterait ferme parce qu'il considère toujours Vladimir Poutine comme son ennemi, mais il essaierait de mettre ses sentiments de côté parce qu'il le rappelle dans le reste de l'interview, le plus important selon lui est de ramener la paix en Ukraine ou au moins de mettre fin à cette phase intense de la guerre qui dure depuis maintenant 3 ans. Ce sont donc des déclarations extrêmement importantes qui interviennent dans un contexte très particulier. On va bientôt fêter célébrer d'une certaine manière le 3e
troisième anniversaire de la guerre. L'Ukraine perd du terrain quasiment chaque jour face à la Russie. La population ukrainienne est fatiguée par ces combats. Et puis, il y a aussi l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis qui a changé la donne puisque depuis son investiture, Donald Trump presse les deux parties, la Russie et l'Ukraine, de se mettre à la table des négociations. Il veut accélérer les choses. C'est donc dans ce contexte que cette déclaration de Volodymyr Zelensky intervient. Le président ukrainien est sous pression, mais néanmoins, cela reste une déclaration extrêmement importante qui pourrait faire bouger un peu les lignes dans les prochaines semaines ici en Ukraine. Tout d'abord, vous dites bien, plusieurs pays ou des groupes de pays ont déjà exprimé leur intention de jouer un rôle de médiateur dans la gestion de la crise autour de l'Ukraine. Vous avez dit justement, les Chinois en ont entrepris une, nous avons entendu la déclaration du Vatican à cet effet, puis les Africains ont décidé d'intervenir. Il y a d'autres réflexions. En effet, disons, des initiatives plus ou moins concrètes sont en train d'être formulées. La Russie, le président Poutine l'a mentionné plusieurs fois, était, reste et restera ouverte à toute discussion sur toute initiative. Et nous apprécions beaucoup les efforts de n'importe quel pays essayant d'apporter sa contribution dans la gestion de cette crise. La Russie est prête à cette discussion. À quel degré sont-elles réalisables, ces initiatives? Et laquelle peut être réalisée et laquelle non? Bien sûr, tout se joue autour des détails. Tous les détails doivent être examinés. La position de la Fédération de Russie, formulée plusieurs fois par notre dirigeant, est absolument claire. Elle est extrêmement claire. Aujourd'hui, en prononçant son discours devant les chefs d'État africains, Poutine disait justement que cette position convient parfaitement à toutes les normes, à toutes les acceptions du droit international. Elle correspond également à la Charte des Nations Unies. La Russie n'a pas déclenché la guerre. La Russie tente de mettre fin à la guerre déclenchée par le régime de Kiev depuis 2014. Je ne vais pas répéter cette longue histoire, sauf que Poutine l'a racontée aux participants de la délégation africaine, ou plutôt la préhistoire de tous ces événements. Incontestablement, la majeure partie de l'initiative de paix des Africains est absolument réalisable et absolument envisageable. Les accords de Minsk. Les accords de Minsk étaient destinés, et ils auraient été respectés, il n'y aurait pas eu de guerre, et l'Ukraine aurait gardé le Donbass, malgré le fait que les habitants du Donbass ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas rester en Ukraine après le coup d'État du Maïdan. C'est Poutine qui les a forcés à espérer la réalisation des accords de Minsk. Eux n'y croyaient pas trop, et évidemment, Kiev refusait totalement, et les États-Unis refusaient totalement, car n'oublions jamais le but ultime je dirais, des dynasties financières, de l'État profond, si vous voulez, états-unien, est quand même de s'emparer des richesses russes et de démanteler la Russie en plusieurs petits États ou États plus petits qui ne pourraient pas peser dans la géopolitique, qui pourraient se battre entre eux et qui pourraient servir de base éventuelle pour attaquer la Chine s'il le fallait. On a des informations selon lesquelles les Ukrainiens s'apprêteraient à établir une rotation d'environ 20% de leurs unités, hein, parce que les types sont au bout de leur service, ils en peuvent plus, il y en a qui n'ont pas eu de permission pendant 1 an, etc. Donc en utilisant environ 50 000 hommes qui sont mobilisés vers le front depuis des unités de la garde territoriale, depuis l'aviation, depuis les services, etc., et qui vont être injectés dans les unités combattantes, on ferait une rotation de 20% de l'effectif combattant dans les semaines qui viennent. Alors j'attends de voir comment ça va se passer sur le terrain, parce qu'on sait que, alors déjà la rotation des unités sur le terrain elle-même a été l'occasion pour les Russes de porter des coups importants à l'armée ukrainienne, notamment après Avdiivka dans le secteur d'Orechetine. Et là, si c'est l'injection, alors si c'est effectivement par compagnie ou ce genre de choses, ça peut être moins important, mais néanmoins, on va envoyer des hommes au front qui n'ont aucune expérience du combat.
et qui n'auront subi vraisemblablement aucune mise à jour de longue durée et d'importance pour se préparer au feu de la première ligne. Voilà, alors c'est bien pour les types qui vont bénéficier enfin d'une permission, mais pour la solidité des unités ukrainiennes qui vont recevoir ces nouveaux, donc on parle de 50 000 hommes, hein. Alors certes ils vont être dispatchés dans toutes les unités, mais je sais pas sur quoi ça va déboucher, parce que si on les met en première ligne, on l'a déjà vu dans certains cas, il y a eu des vidéos là-dessus à l'époque de l'offensive russe sur Kharkov, les types avaient été jetés dans la bataille en renfort, les Ukrainiens les plus aguerris les filmaient, les gars savaient même pas armer leur Kalachnikov. En conditions réelles, l'opérateur de drone n'aura que quelques secondes pour positionner son engin et retourner dans le blindage d'où opère le pilote. On l'utilise pour livrer des munitions à nos gars, ou si l'ennemi avance, on lâche des bombes pour entraver son mouvement. Là, on s'entraîne, mais dans les conditions du combat, on verra en ce moment les ruines de Chassiv Yar. Malheureusement, c'est ce à quoi ressemble la ville désormais. Dans ces ruines, soldats russes et ukrainiens s'affrontent. Les combats ont atteint le centre de cette ville stratégique hissée sur une colline. Après des semaines passées en enfer, Matvei et Alexandre ont reçu l'ordre de sortir il y a quelques jours. Ils sont partis à pied. Je suis si content que nous ayons pu sortir sains et saufs. Les chances étaient minces. Je n'arrêtais pas de vous dire, arrêtez les gars de dire qu'on ne s'en sortira pas. Le brouillard épais nous a beaucoup aidés, les drones ne pouvaient pas voler. Il n'y avait plus rien à défendre sur notre position, 1 ou 2 jours de plus et ils nous auraient exterminés. D'après eux, les Russes ont 2 avantages, leur nombre et une méthode impitoyable. Ils envoient d'abord ce que nous appelons le contingent déficient, des drogués et des alcooliques qui vont à leur mort. Ils vont mourir et ils le savent. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils révèlent nos positions et nettoient la route pour les troupes régulières qui vont les suivre. Malgré tout, l'Ukraine a tenu plus de 8 mois de combats acharnés pour garder Chassiv Yar. Pendant longtemps, ce canal ici a barré la progression de l'ennemi, jusqu'à ce qu'il ne commence à se servir des tuyaux du canal comme de tunnels. À l'heure actuelle, ils nous ont repoussés dans la partie nord de la ville, et ils subissent de lourdes pertes chaque jour, alors qu'ils tentent de progresser. La prise de la ville est un enjeu stratégique. Les hauteurs permettent de contrôler tous les processus logistiques, des mouvements physiques aux communications radio. Si Chassiv Yar tombe, les conséquences pour le Donbass contrôlé par l'Ukraine pourraient être désastreuses. Toutes les villes alentours sont en contrebas de Chassiv Yar, ce qui signifie que l'artillerie de l'ennemi pourra les atteindre. Pourtant, ici, la vie continue. Ces haut-parleurs annoncent que 572 bébés sont nés dans le district l'an dernier. Les déclarations de Donald Trump, avec cette histoire complètement folle. Zelensky, vous voulez des armes, vous voulez encore des munitions, c'est pas compliqué, vu ce que vous nous devez déjà, qui n'a pas encore été payé. Puisque vous savez que le système d'aide à l'Ukraine, c'est un système de pré-bail. C'est exactement celui qu'avaient mis les États-Unis en place pendant la Seconde Guerre mondiale en faveur de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique, etc., pour les armer, les équiper jusqu'à la fin de la guerre. Et donc là, ce pré-bail, on sait que l'Ukraine, vu ses finances, elle n'est pas en capacité d'envisager un remboursement dans des délais assez courts, voire même dans des délais plus longs. Et donc Trump dit, écoutez, vu ce que vous nous devez déjà, et si vous en voulez encore, mettez vos terres rares à notre disposition, vous avez plein de richesses dans votre sous-sol, nous, ça nous intéresse. Alors, le gros problème, c'est que la majorité de ces terres rares, elles sont sous contrôle russe, et elles sont dans des régions qui vont rester russes à l'issue de ce conflit. Donc, je pense pas que les gens autour de Donald Trump qui le conseillent soient des idiots finis et qui lui ont soufflé une aussi mauvaise idée pour qu'il passe pour un idiot. Je pense que tout ça, encore une fois, c'est de la communication. C'est-à-dire qu'en gros,
Donald Trump, qui parle d'abord aux électeurs américains, il dit bah voilà, nous on veut pas être les mauvais dans l'affaire, on veut pas passer pour les types qui lâchent tout le monde, hein, on veut pas subir ce qu'a subi Gerald Ford en abandonnant le Sud-Vietnam aux communistes, donc on va par tous les moyens essayer de montrer que on veut aller jusqu'au bout pour essayer d'aider l'Ukraine, tout en sachant que ça servira à rien. Donc voilà, à mon avis, dans quel contexte se place cette déclaration, parce que concrètement, elle peut aboutir à rien. Alors ok, il nous fait son cinoche. Là, sur l'Ukraine, il vient de sortir cette énorme phrase complètement vide de sens au final, puisque les terres rares, elles sont sous la main des Russes pour la majorité d'entre elles. 2 frappes russes ont touché la ville ukrainienne de Druzhkivka, dans l'oblast de Donetsk, faisant au moins 1 mort et 2 blessés. Les frappes ont détruit une maison et endommagé 7 autres bâtiments, dont un magasin et une installation industrielle. L'équipe de secours affirme avoir retiré près de 3 tonnes de débris. Після вчорашнього обстрілу привезли матеріали екстреного реагування. До них входить USB, дошка, плівка, скотч, саморізи, брезент і гвозді, і пена. Привезли для людей, які пострадали від обстрілу. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à engager des négociations directes avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. Une déclaration que le Kremlin a cependant qualifiée mercredi de vide de sens. Kupiansk, au nord de Kupiansk. Hein, je vous ai remis tout de suite l'Oskol, la rivière Oskol, en bleu. Je vous ai mis les 2 villages principaux, enfin les 2 bourgades principales que tiennent les Russes depuis maintenant plusieurs jours, en rouge Dvorishna et en orange Zapadne. En vous précisant bien, vous voyez la flèche rouge qui descend vers le sud, que la pointe de cette flèche est donc à Kalinové et que les Russes sont donc à 5 km au nord de Kupiansk. Des faubourgs de Kupiansk, ils sont à 5 km de Kalinové au sud. J'ai pas pu faire un zoom correct pour vous montrer en même temps Kupiansk, mais voilà aujourd'hui la menace qui pèse sur Kupiansk. Et je rappelle, à Kupiansk, il y a une route avec un pont qui relie tout l'ouest de l'Ukraine à la rive orientale de l'Oskol. Et sur cette rive orientale, dans une poche, on a à peu près 5000 soldats ukrainiens qui tiennent cette poche. Et la route qui débouche du pont pour ravitailler ces gens-là est à moins de 2 km des positions russes. Hein. On est sur entre 1500 et 1800 mètres des positions russes. Ça veut dire que la route est arrosée en permanence par tous les tirs d'armes lourdes possibles de l'armée russe pour empêcher le trafic routier, et je parle même pas bien sûr des drones, pour empêcher le ravitaillement, l'arrivée des renforts et l'évacuation des blessés du côté ukrainien. 3 avions Mirage 2000 ont été livrés ce jeudi 6 février à l'Ukraine. Sébastien Lecornu a annoncé la livraison des premiers Mirage 2000 à l'Ukraine. Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre le ciel de l'Ukraine. Sur les 26 exemplaires de Mirage 2005 dont dispose l'armée de l'air et de l'espace française, 6 avions doivent être cédés à l'Ukraine, selon un rapport budgétaire de l'Assemblée nationale publié à l'automne. Un chiffre que n'a ni démenti ni confirmé le ministère des Armées, qui dit entretenir le flou pour des raisons de sécurité. La cession de Mirage 2005, spécialisée dans le combat aérien, avait été annoncée en juin 2024 par le président Emmanuel Macron. Depuis, des pilotes et mécaniciens ukrainiens ont été formés en France sur l'appareil et les avions ont fait l'objet de modifications. Celle-ci comprenait l'ajout d'équipements de combat air-sol pour mener des opérations de frappes aériennes et de défense anti-guerre électronique pour résister au puissant brouillage russe, avait expliqué Sébastien Lecornu en octobre. Les équipements ont été ajoutés sur la base aérienne de Cazaux, sud-ouest, tandis que les pilotes et mécaniciens sont formés sur la base de Nancy, dans l'est de la France.
C'est très important et c'est plutôt rapide. Moins de 7 mois pour voir les premiers appareils voler dans le ciel ukrainien à partir du moment où ils seront opérationnels en Ukraine. C'est surtout le temps de formation des pilotes qui a été long parce que, évidemment, ce sont des appareils extrêmement différents, bien plus modernes que les appareils hérités de l'ère soviétique, les MiG, les Sukhoi que pilotaient jusque-là les Ukrainiens. Ce sont des appareils qui vont permettre notamment une défense aérienne en plus de celles qui sont au sol, les Patriotes par exemple, ou celles qu'assuraient déjà dans les airs les F-16, c'est-à-dire qu'avec ces avions, les Ukrainiens vont pouvoir abattre les missiles qui ciblent les villes ukrainiennes de manière très régulière, notamment les systèmes énergétiques des villes, comme ils le font déjà avec les F-16. Ils pourront aussi, a priori, mener des attaques au sol, puisqu'ils ont été transformés pour pouvoir emporter, vous savez, ces fameux missiles Scalp ou Storm Shadow, suivant la version britannique, qui permettent de viser des cibles jusqu'à 300 km de distance. On ne sait pas combien, ont été livrés? On serait dans 3 appareils a priori dans un premier temps. Okay. D'accord. Et 3 appareils, vous dites que ça peut vraiment être un coup de pouce important, bienvenu pour les Ukrainiens. C'est pas un game changer, comme on dit en anglais. Ça ne va pas changer la phase de la guerre du jour au lendemain, mais c'est un outil de plus aux mains des Ukrainiens, notamment pour protéger leur ciel, protéger leur ville, protéger la population. Vous savez que les bombardements russes font énormément de victimes civiles, et surtout qu'ils mettent la population en stress permanent, surtout en plein hiver, quand il fait jusqu'à -20, -30 en Ukraine, en détruisant les réseaux énergétiques d'électricité, les réseaux de chauffage ou même les réseaux d'eau. L'Ukraine, qui fait l'objet d'incessants bombardements visant notamment ses infrastructures énergétiques, réclame à corps et à cri davantage de moyens de défense aérienne et d'avions de combat. Plusieurs pays dotés d'avions de combat américains F-16 en ont déjà fourni à Kiev. La Norvège a notamment livré un premier lot de F-16 sur les 6 qu'elle a promis à Kiev. C'est déjà très important quand on est politique de montrer, même quand on est un président qui ne peut pas se représenter, qu'on tient ses promesses, et d'autant plus dans le contexte international qui est celui en ce moment, où des doutes planent sur l'aide que peuvent apporter certains pays. Je ne vais pas en mentionner, mais les téléspectateurs comprendront bien de qui on parle. D'aider l'Ukraine et de rester aux côtés de l'Ukraine, c'est important pour le président de la République de s'afficher en opposition aux États-Unis. Ça y est, je les ai nommés, qui laissent planer le doute sur quelle sera la suite de leur aide. Ça fait partie des fleurons de notre industrie de la défense. Ça fait 45 ans qu'ils existent, mais on voit bien qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, même si peu à peu ils sont quand même remplacés par les Rafales. En aviation, 45 ans, c'est finalement pas très vieux. Les avions sont rénovés, refités. On leur met du nouveau matériel en termes de missiles, en termes d'armement, en termes d'avionics, c'est-à-dire tout ce qui permet de piloter, à la fois de piloter l'avion et aussi de désigner les cibles, par exemple les radars. On rappelle donc qu'ils sont fabriqués par Dassault Aviation, que c'est un don à l'Ukraine, ça équivaut à peu près 75 millions d'euros s'il y a 3 appareils, si vous confirmez, Xavier. Et à mon sens, c'est pas pour bombarder, c'est pour faire la police du ciel en quelque sorte. Mais ils peuvent aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec les missiles Storm Shadow, atteindre des cibles au sol. On verra les limites d'emploi si ces appareils, par exemple, pourront aller bombarder des QG sur le sol russe ou pas. Je pense qu'il marche dans les pas d'autres pays comme le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas qui avaient annoncé l'envoi d'F-16 en Ukraine. La question c'est qu'est-ce que ça va changer? Quel message va être envoyé notamment à Donald Trump outre-Atlantique au moment où il voulait arrêter la guerre assez rapidement? Oui, c'est un fleuron, c'est assez important et c'est un message envoyé aussi à Volodymyr Zelensky et aussi à Donald Trump. Ouais. Mais depuis hier, vous le voyez, on a ajouté quelque chose en haut de la carte, la petite ville de Topoli, en vert, parce que les Russes ont refranchi l'Oskol à cet endroit-là, avec cette particularité que Topoli, c'est la première ville frontière, c'est la dernière ville frontière, si on est ukrainien, avant de rentrer en Russie, puisque vous voyez, en rouge rosé, on vous a mis la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Donc vous voyez bien, là, les Russes ont recréé une petite tête de pont qui va leur permettre de prendre cette bourgade à revers, en sachant que, alors ça vient d'arriver ce matin, donc je suis désolé, on n'a pas pu mettre la carte à jour, il semblerait qu'au nord de Topoli, puisque la frontière fait un rentrant vers l'ouest, il y ait eu aussi une incursion terrestre cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas l'Oskol à franchir, de l'armée russe, pour probablement encercler Topoli dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent.
Et il faudra surveiller, puisque là, il y a de Topoli, il y a une route qui passe et qui rentre en Russie, et cette route, elle redescend, pas directement le long de l'Oskol, mais vous le voyez, hein, on la voit, elle passe par Kamianka, ensuite par Novovasilivka, Figolivka, et puis elle redescend sur Dvorishna. Donc faut voir si les Russes sont pas en train de préparer l'ouverture d'un corridor terrestre pour que des troupes qui viennent du territoire historique de la Fédération de Russie rentrent dans la zone. On a des rumeurs persistantes depuis à peu près 36 heures selon lesquelles les Ukrainiens s'apprêteraient à lancer de nouveau une contre-attaque dans le secteur de Kharkov pour tenter de repousser les deux poches que les Russes tiennent depuis le mois de mai dans ce secteur et qui leur ont permis, on s'en souvient à l'époque, de fixer une grande partie des réserves de l'armée ukrainienne dans ce secteur au lieu de les laisser défendre le Donbass. Hein. On a vu qu'à l'époque, les Ukrainiens avaient opéré un roc de leurs unités en les redéplaçant du côté de Kharkov pour contrer la menace russe. Et bien là, aujourd'hui, alors on se dit comment c'est possible et avec qui, hein, qui en termes non pas de nombre d'hommes, mais avec qui en termes de qualité de troupes, les Ukrainiens vont-ils pouvoir mener une telle opération? Parce que, on le sait, la majorité de leur matériel et de leurs unités d'élite sont à Soudja, dans le saillant de Soudja, et que quelques unités sont récupérées de ci, de là pour essayer de défendre Pokrovsk. Avec quoi vont-ils lancer cette éventuelle contre-attaque au nord de Kharkov? Là encore, faudra le surveiller, faudra voir si cette rumeur est fondée. Certains disent, bah oui, on a des observations satellites qui disent qu'il y a des concentrations d'unités ukrainiennes. Bon, mais il faudra voir, puisque tout ça se situe à l'ouest du secteur de Kupiansk, si tout ça ne sera pas entravé par une entrée d'un seul coup, sans coup férir, de forces russes par cette zone. N'oublions jamais que la Novorossiya, c'est-à-dire la partie qui va de Kharkov au nord à Odessa au sud, en passant par Donetsk, par Kherson, etc., sont des régions russes qui ont été rattachées à l'Ukraine par les bolcheviks. L'armée Pokrovsk en bleu et Mirnograd en bleu clair. Donc là, l'avancée des Russes reste du domaine, on peut le dire, du grignotage, hein, toujours de part et d'autre de Kotliné en direction, alors à l'ouest d'Oudachné, hein, la bourgade est l'objet de combats depuis plusieurs jours. On voit que les Russes continuent de profiter de la voie ferrée pour progresser en direction de Pokrovsk, et puis on a toujours des incursions donc depuis Kotliné pour remonter quasiment plein nord pour aller couper la E50 qui, je le rappelle, est la dernière grande route d'approvisionnement majeure de la garnison et du secteur défensif de Pokrovsk-Mirnograd. Voilà. L'autre objectif de l'opération spéciale, et d'ailleurs qui explique toutes les imperfections du début, je dirais, au point de vue opérationnel, c'est que tout de même, compte tenu que les accords de Minsk n'étaient destinés qu'à armer et à préparer des troupes qui viennent avec l'OTAN, avec participation de l'OTAN, à une opération guerrière qu'ils ont appelée une solution à la croate. La solution à la croate étant la référence à 1995, lorsque les Croates ont fait un nettoyage ethnique contre les Serbes qui habitaient là depuis le XVIIe siècle sur les bords de la Croatie, dans d'ailleurs une région qui en serbe, enfin en serbo-croate, s'appelait la Krajina. Ukraina, c'est la même racine, c'est sur les bords, aux marches de l'Empire, si vous voulez. Et donc, ça s'est fait, et ça s'est réalisé effectivement. Les Serbes ont été chassés en une nuit quasiment de la Krajina. Ça s'appelle en russe les pogroms. Voilà, les pogroms. C'est un nettoyage ethnique. C'est un nettoyage ethnique. Et évidemment avec destruction, avec pillage, avec tout ce qu'on veut. Hein. Et beaucoup de gens qui ont été tués et dont les cadavres ont été brûlés ensuite dans les fours à Zagreb. Hein. Et la nuit pour pas qu'on voit les fumées. Tout ça, je l'ai appris moi sur des sources directes. On peut dire que c'est aussi pour éviter ça, puisqu'il était prévu de lancer un nettoyage ethnique contre le Donbass à partir du mois de février. Le 13 février, les bombardements d'artillerie ont commencé. Ce sont les observateurs de l'OSCE qui l'ont relevé.
Et puis le 17, le bombardement s'est intensifié. Et l'attaque était prévue justement à la fin du mois de février, y compris par l'infanterie, les missiles, les bombardements les plus intensifs. D'où le fait que l'opération spéciale, quand elle a commencé, elle a détruit des bases de missiles qui étaient vers l'ouest de l'Ukraine et qui s'apprêtaient à tirer sur le Donbass et a détruit des avions qui devaient bombarder le Donbass. On a donc, on le voit, hein, les Russes progressent d'est en ouest. Vous voyez la frontière pointillée en blanc, hein, sur le côté droit de la carte. Eh bien, gauche de la carte, pardon, c'est toujours, hein, la frontière administrative entre l'oblast de Donetsk et celui de Dniepropetrovsk, hein. Donc les Russes continuent de progresser dans cette direction. Ça leur permet, là où on les a pas fondamentalement, enfin on les a pas indiqués, on les a pas marqués sur la carte, ça leur permet de passer outre les réseaux de fortification ukrainiens qui se trouvent au sud, hein, et de pouvoir les prendre à revers par le nord. Et en même temps, donc vous le voyez, ils poursuivent. Donc ça, c'est les attaques qui se déroulent, hein, d'est en ouest, notamment dans le secteur de Spierne. Et au sud, vous avez donc la bataille pour Andrivka, Constantinople, qui se poursuit. Donc là, on va vous montrer un zoom de ce secteur pour que vous compreniez les enjeux. Donc là, on a pris la carte Ribar qui est très détaillée. Donc Andrivka en orange, Constantinople en jaune, Oulakli en vert et Dachne en rouge. Hein, vous voyez que Dachne, par rapport au petit au zoom dans le cartouche en haut à droite, on voit que la ville est quasiment conquise à 100% par les Russes. Il reste quelques faubourgs à conquérir. Donc on est à l'ouest de Kurakovo et la bataille est quasiment terminée. Parce que les Russes menacent à la fois, donc il y a des combats dans Andrivka depuis plusieurs jours, et menacent directement la zone Constantinople ou Oulakli. Vous voyez, il y a un zoom en haut à gauche de la carte de ce qui se passe au sud d'Oulakli. Les unités de l'avant-garde russe sont à quelques... même pas, je crois c'est 2 km de la route H15, et qui est la ligne de vie des unités qui défendent encore les faubourgs de Dachne, et qui défendent toute la poche qui se trouve à l'est d'Oulakli. Donc, les Ukrainiens, je ne cesse de le dire, devraient rapidement se replier pour défendre éventuellement bec et ongle Constantinople, hein, mais Oulakli c'est probablement déjà trop tard. Et quand les Américains disaient avant le début de l'opération spéciale que de toutes les façons les Russes allaient intervenir en Ukraine, ils prévoyaient le fait que les Russes allaient intervenir à partir de l'Est pour défendre les civils qui étaient en train de s'enfuir et d'être massacrés dans le Donbass. Et ils le voyaient comme ça. Je rappelle aussi, Dimitri, qu'à ce moment-là, il y a eu aussi les exercices qui étaient organisés en Biélorussie, conjointement entre la Russie et la Biélorussie, et ce qui avait permis, à très peu de distance de Kiev, de stationner quand même des militaires russes qui étaient, ce qui était justifié par l'exercice conjoint entre la Russie et la Biélorussie. What do you think about Joe Biden signing on the big talent agency? You gotta be kidding. He signed on with the talent agency? He does. He's got some entertainment agents now. I think he's got bigger problems than that. I really do. I think he's got much bigger problems than that, but I wish him well. We inherited a mess. This place is a mess, but it's quickly being solved, the problem. We're going to make America great again. Thank you very much. Donc cette agence USAID était censé pouvoir, à travers différents sous-organes, financer tel ou tel programme de développement, de soutien, de changement de régime, bien évidemment, à travers le monde. Et aujourd'hui, donc, les États-Unis nous disent, eh bien, écoutez, nous, ça, on n'en veut plus. On a découvert
que parmi les agences nationales, les médias nationaux qui étaient soutenus par cette agence, on trouvait l'AFP, on pouvait trouver la BBC, on pouvait trouver donc en ce qui concerne la guerre en Ukraine, le Kyiv Post, hein, qui, je le rappelle, entretient, moi je les appelle la voix de son maître parce que ils répètent exactement ce que le département d'État sous Blinken pouvait leur dire, et on voit bien comment tout ça se structurait. Et on a donc découvert dans les détails que la BBC, par exemple, avait été subventionnée pour faire des campagnes contre Donald Trump depuis plusieurs années. Bref, que tout cet appareil était non plus au service du gouvernement américain de manière générale, je vais pas dire neutre parce que ça c'est pas possible, mais que c'était là pour promouvoir désormais que la politique du Parti démocrate et celle des néocons, avec l'agenda woke, hein, on a eu la porte-parole de la Maison Blanche qui nous a fait une explication devant les caméras, j'en parlais mardi matin, avec un programme notamment sur lequel elle avait mis la main de financement d'un opéra LGBT en Colombie pour promouvoir la cause LGBT. Enfin voilà, le contribuable américain qui est pas pro-LGBT, il a pas envie que son argent continue d'être dépensé dans ce genre d'absurdité. Alors ça veut pas dire, bien évidemment, hein, faut pas être naïf, ça veut pas dire que le gouvernement des États-Unis d'Amérique demain matin va arrêter d'essayer d'influencer la politique des différents États autour de lui. Well, we know he was on the plane, not only on the plane a couple times, multiple times. He traveled internationally with Jeffrey Epstein, and he was on the plane called the Lolita Express because it supposedly had a bed in there where Jeffrey Epstein had young girls. He has been a friend of his, a continuing friend of his for years and years. Contrast that with Donald Trump, who hasn't spoken to him in many years, over a decade, after he kicked him out of Mar-a-Lago for bad behavior. So that's the difference there. And I think Americans see the two-tier justice system. But, you know, we don't know. They're saying Clinton has not been to his private island, but he has traveled all over the world with Jeffrey Epstein. I want to know why A.G. Garland and the Justice Department are so quiet on this tonight. You know, they're out there labeling parents domestic terrorists, yet they're saying nothing about this. And these documents were so slow to come out. Human trafficking is a multi-billion-dollar business in this country, and Jeffrey Epstein is dead, and Ghislaine Maxwell is in prison for 20 years where she belongs. And if people in that report are still fighting to keep their names private, Sean, they have no legal basis to do so unless they're a child, a victim, or a cooperating defendant by some chance against some potential case against Ghislaine Maxwell. And I think Mark Garagos, as a great criminal defense attorney, will back that up as well. On a vu Robert Kennedy Jr. nous dire, bah vous savez, nous, ça fait depuis 1945, on a renversé ou on a provoqué le renversement de 87 gouvernements sur la planète. Je sais pas si vous imaginez, hein, ça fait donc 80 ans cette année qu'on va célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que les États-Unis ont provoqué un changement de régime dans plus d'un État par an en moyenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à part ça, ils sont gentils, ils sont là pour aider le reste du monde et pas servir leurs intérêts. Si on écoute tous les nafos là qui nous ont cassé les oreilles pendant les 3 dernières années avec l'Amérique c'est le mieux, l'Amérique c'est le meilleur, etc., etc. Les États-Unis où 2 millions de fonctionnaires doivent décider aujourd'hui s'ils démissionnent ou non. Ultimatum signé Donald Trump. Il a chargé Elon Musk de l'efficacité gouvernementale. Conséquence, de sévères coupes budgétaires pour dégraisser le mammouth administratif selon le président américain et économiser au moins 100 milliards de dollars, Caroline Baudry. Certains ont d'abord cru à une arnaque selon le Wall Street Journal. En ouvrant cet email envoyé il y a 9 jours, le fonctionnaire y est sommé de choisir démissionner par retour de mail et être payé jusqu'en septembre ou rester sans garantie que son poste soit maintenu. Jonathan est infirmier à l'hôpital public, interrogé par la télé américaine. Je ne prendrai pas ce plan de départ. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, surtout de la part du gouvernement. C'est comme si pour eux, tu es juste un fonctionnaire, presque jetable. À partir d'aujourd'hui,
aujourd'hui, le télétravail est sanctionné, la loyauté exigée, peut-on lire dans ce mail. Pour l'instant, 20 000 personnes sont parties, soit 1% des effectifs, loin de l'objectif des 5 à 10% affiché par Trump. Le personnel de l'armée, de la poste, des services d'immigration et de sécurité nationale ne sont pas concernés, exception à la CIA qui devrait annoncer son propre plan de départ volontaire. À l'Agence du développement international, les 10 000 employés n'ont pas eu le choix. Ils sont en congé forcé dès aujourd'hui. Ça veut donc pas dire que les États-Unis vont arrêter d'influencer des États, des organisations non gouvernementales dans le monde, mais ça veut dire qu'ils vont le faire probablement de manière plus ciblée et avec des moyens quand même un peu plus limités, parce qu'il y a besoin de faire des choses ailleurs en faveur du peuple américain. There's a fever gripping America. And while it rages, Canadians will remain resolute and true to our values. While America engages in a war on woke, Canadians will continue to value inclusiveness. Vider la bande de Gaza de sa population et en faire un territoire géré par les États-Unis pour régler le conflit entre le Hamas et Israël. Ces femmes gazaouis réagissent aux propos de Donald Trump. Trump peut rêver s'il pense pouvoir nous déplacer ou nous expulser. Ni lui ni personne ne le peut. Pourquoi veut-il nous chasser? C'est notre terre, notre pays et nos lieux saints. Le président américain affirme également que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte. Lors d'une conversation téléphonique, Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont jugé que tout déplacement forcé de la population palestinienne serait inacceptable. Réaction également ferme du côté de l'ONU. Dans la recherche de solutions, nous ne devons pas aggraver le problème. Il est essentiel de rester fidèle aux fondements du droit international. Il est essentiel d'éviter toute forme de nettoyage ethnique. La Maison-Blanche a tenté de son côté de tempérer les propos de Donald Trump, assurant que les États-Unis ne financeraient pas la reconstruction à Gaza et que le président américain ne s'était pas engagé à y envoyer des troupes. La seule chose que Donald Trump souhaite, et c'est à mon avis un geste très généreux, c'est la volonté d'intervenir et de nettoyer les débris, de nettoyer Gaza, de toutes les destructions qui se trouvent sur le terrain. Cette nuit, à la télévision américaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau qualifié l'idée du président américain de remarquable. Alors d'abord, l'Égypte et la Jordanie n'ont pas répondu à cette proposition. Pour le moment, ils s'y opposent, on verra comment ça évoluera. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump fait ce qu'il avait annoncé. Il dit qu'il est le successeur du président Jackson qui, au XIXe siècle, aux États-Unis, a réglé la fin des guerres indiennes en signant des traités de paix avec les tribus indiennes. Il n'y a qu'une seule tribu qui a accepté vraiment de suivre ces traités de paix, les Cherokees, qui se sont déplacés au sud du Mississippi. Alors ça a été un exode meurtrier pour eux. Il y a 4 à 8 000 personnes qui sont mortes pendant cet exode. Mais depuis, les Cherokees se sont développés comme une tribu indépendante et ce sont les seuls aux États-Unis, parmi les Indiens, qui ont réussi à prospérer. En fait, aujourd'hui, ils ont un empire des casinos aux États-Unis. Donc, cette solution est mauvaise, il n'y a pas de doute, mais pour les Cherokees, elle a représenté la solution des guerres indiennes, pas pour les autres Indiens. Alors, il va faire ça avec les Palestiniens. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre les Indiens et les Palestiniens, c'est que les Indiens pensaient que la terre ne leur appartenait pas. Ils disaient la terre-mère, elle appartient à toute l'humanité. Où que les Indiens Cherokees se trouvent, ils sont toujours Indiens Cherokees. Tandis que les Palestiniens pensent que leur identité est liée à leur terre. Donc, quand on les déplacera, ils ne penseront plus être palestiniens. Alors je dis quand même qu'il y a un petit bémol parce que Yasser Arafat a organisé quand même il avait l'idée de transférer lui-même les Palestiniens en Jordanie, c'est Septembre Noir, et donc ça a été un massacre terrible, tout ça, parce que évidemment les Jordaniens ont refusé. Et puis après il a pensé déplacer les Palestiniens au Liban. C'est une des causes de la guerre civile au Liban, et il a même pensé les déplacer en Tunisie par la suite. Donc
les Palestiniens n'ont pas un obstacle aussi effrayant que ça de se déplacer pour conserver leur identité. Et après l'annonce par le président Donald Trump du départ des États-Unis de la principale instance de défense des droits de l'homme de l'ONU, Israël a fait de même. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a accusé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de propager l'antisémitisme et d'attaquer Israël, citant la centaine de résolutions adoptées par le Conseil à son encontre. Dans un nouveau revers pour l'ONU, l'Argentine a annoncé son retrait de l'Organisation mondiale de la santé. L'Argentine a invoqué de profondes divergences avec la gestion des questions de santé par l'OMS. Cette décision fait suite au retrait des États-Unis de la principale agence de santé des Nations Unies le mois dernier. Il y a des gens, probablement dans la foule, qui ont filmé avec un portable, non pas ce que disait Trump, mais qui filmaient Netanyahou. Et là, ça commence à nous raconter une autre histoire. C'est-à-dire qu'on voit que le Bibi, il n'est pas du tout, semble-t-il, au courant à l'avance de ce que l'autre est en train de raconter. C'est-à-dire il y a une espèce d'effet de sidération sur son visage, où on se dit, mais oui, où lui, il est en train de se dire, mais de quoi il parle? On vient de discuter pendant 1 heure en tête à tête, et il m'a jamais raconté cette histoire-là. Et puis surtout, c'est pas ça que Israël veut, c'est pas ça que les Smotrich, les Ben-Gvir et tous les kahanistes ou tous les sionistes révisionnistes, c'est pas ça leur agenda. C'est pas que les États-Unis prennent possession de Gaza, parce que c'est le terme qu'a employé Donald Trump. Il a dit, moi, ça je récupère souveraineté américaine. Alors déjà, en plus de ça, on est là, mais Monsieur Trump, en termes de droit international, mais de quoi vous parlez? De quel droit vous allez annexer un territoire comme Gaza? Donc c'est pour ça que le truc est tellement gros, le truc est tellement hors sol par rapport à la diplomatie, par rapport aux us et coutumes diplomatiques, etc. Enfin bon, là on nous dirait on est à l'époque du XIe siècle entre des seigneurs qui se disputent un village à la marge de leur possession territoriale. On est dans ce niveau-là. Mais on est au XXIe siècle, et là, c'est les États-Unis dont on parle. Et en face, c'est aussi donc des Palestiniens et des Israéliens. Trump, en plus, balance ça, alors que son projet initial, alors il n'avait pas parlé d'annexion, il avait dit, bon, faut que les Palestiniens s'en aillent parce que on va achever de démolir ce qui a été entamé parce que on peut pas refaire autre chose, et on reconstruira par-dessus. Et donc, il faut que les Palestiniens s'en aillent pendant qu'on fait ça. Bien évidemment, l'Égypte et la Jordanie ont dit non, et puis derrière, les Turcs ont dit non également, ce qui est très intéressant, par rapport à la façon dont les Turcs jouent dans la région leurs pièces avec la Syrie notamment. Donc on est là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, quand on voit donc ces images volées, puisque c'est pas la télé qui les a filmées, de Netanyahou et de sa réaction, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au début de ce bulletin, Trump fait son show. Donc, je dis pas, tout ce qu'il raconte est un mensonge. Peut-être qu'il y a une part de vérité. Peut-être que tout est vrai dans ce qu'il dit, dans ses intentions, qu'il est complètement sincère. Mais, entre ces déclarations tonitruantes, qu'ont l'air, semble-t-il, de pas du tout convenir à Netanyahou, tellement il est surpris et hébété de ce qu'il entend, et la réalité de ce qui va advenir, je pense que voilà, il y aura encore une fois un delta plus ou moins énorme, parce que bien évidemment, donc tous les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, ont dit mais non mais c'est hors de question. Si vous voulez que nous, puisque c'est le dernier État avec lequel Israël doit renouer des relations ou nouer des relations diplomatiques. Les Saoudiens, ils ont dit, bah non, nous, si on veut pas perdre la face à l'égard du monde arabe, si vous faites ça, on pourra jamais s'entendre pour établir, je vais y arriver, des relations diplomatiques avec Israël. Bon, de l'autre côté, vous avez donc la Turquie qui s'est ajoutée dans les gens qu'on dit il est hors de question de déplacer les Palestiniens. Et puis bien sûr, les Palestiniens, le Hamas en tête a dit, il est fou quoi, c'est chez nous ici. C'est un territoire, même si
on n'a pas encore une souveraineté étatique établie. C'est quand même, il y a des pays qui reconnaissent, je sais plus combien il y a de pays aujourd'hui qui reconnaissent l'État palestinien, ça doit tourner autour d'une bonne centaine. L'actualité à l'étranger et cet ordre du ministre de la Défense israélien dont on a du mal à évaluer ce que ça implique. On va voir ça avec vous dans un instant, Patrick. Israël Katz a ordonné à l'armée de préparer un plan en vue de permettre aux habitants de Gaza de partir volontairement, je cite, conséquence des déclarations de Donald Trump hier. Sauf que la Maison-Blanche a rétro-pédalé la nuit dernière. Fanny Regnault. Israël s'engouffre dans la brèche ouverte par Donald Trump. Le ministre israélien de la Défense affirme avoir ordonné à l'armée de préparer un plan en vue de permettre à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir. Un plan qui comprend des options de sortie au point de passage terrestre ainsi que des dispositions spéciales pour les sorties par voie maritime et aérienne, a expliqué le gouvernement israélien. Une annonce immédiatement saluée par le ministre israélien des Finances. Je salue la décision du ministre de la Défense d'ordonner à l'armée israélienne de se préparer à jouer son rôle dans le plan de migration et de faciliter le départ des habitants de Gaza vers les pays d'accueil. Des déclarations qui interviennent alors qu'hier, la Maison-Blanche opérait un rétropédalage sur les déclarations de Donald Trump. Le président ne s'est pas engagé à déployer des soldats sur le terrain à Gaza. Rétropédalage aussi sur le déplacement de la population. Il ne serait que temporaire. Enfin, sur le projet de reconstruction dans la bande de Gaza, la Maison-Blanche rappelle qu'il ne sera pas financé par de l'argent américain. Que le droit international n'est évidemment pas respecté ici. Israël est le seul pays au monde qui n'ait pas défini ses frontières. Les Nations Unies lui ont demandé à plusieurs reprises de définir clairement quelles étaient ses frontières, ce qu'Israël a refusé de faire. Par conséquent, Israël est un pays qui, de facto, si vous voulez, n'a pas de limite. Et quand il n'y a pas de limite, c'est comme quand on dit qu'un produit est hors de prix. Ça veut dire qu'il est très cher ou qu'il est donné. Et c'est un peu la même situation qu'on a là. Est-ce que les limites d'Israël s'étendent jusqu'à l'Euphrate ou bien est-ce qu'il n'existe pas? C'est un peu le risque qu'on a quand on ne définit pas ses frontières parce qu'il n'y a pas de limite de baseline, d'éléments de base pour déterminer. Et les Palestiniens disent, de toute façon, vous nous avez pris ce territoire. En fait, c'est pour ça que la présence même d'Israël est considéré comme illégitime puisqu'Israël a acquis ces territoires par la force et non pas par la voie légale. Vous voyez bien que c'est trop gros pour être vrai. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de vrai, mais ça veut dire qu'elle est diluée dans un show spectaculaire et que je pense que ce show est là pour faire passer autre chose aux Israéliens. C'est mon avis personnel. C'est pour faire encore avaler des couleuvres à Netanyahou parce que, on le rappelle, Trump a un différend personnel avec lui depuis 2020 et l'élection truquée qui a permis à Biden de gagner la Maison-Blanche et que Netanyahou a quand même été le premier à féliciter Biden. Donc je pense que tout ça, c'est la façade et qu'en coulisses, il s'est passé d'autres choses dont on va entendre parler un peu plus tard. Et de son côté, Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique hier soir avec le nouveau dirigeant syrien par intérim, Ahmed al-Shareh, qui, pour mémoire, est un ancien djihadiste, membre actif de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Jacques Serret, malgré cela, le président a décidé de l'inviter en France prochainement. Oui, selon nos informations, Emmanuel Macron a bien signifié à Ahmed al-Shareh qu'il était le bienvenu à Paris. Une démarche totalement assumée d'après une source proche du dossier. Le président français est le premier dirigeant européen à échanger avec cet ancien chef du front Al-Nosra, ex-membre d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Peu importe pour le locataire de l'Élysée qui, même pour cet interlocuteur, a gardé la même méthode. Lorsqu'il s'entretient pour la première fois avec un nouvel homologue, il l'invite en France. Paris ouvre ainsi la voie à un réchauffement de la relation diplomatique avec la Syrie, malgré le CV de son nouveau dirigeant. Alors, aucune date n'a été arrêtée pour sa venue. Selon nos informations, il n'est pas prévu qu'Ahmed al-Shareh soit là à la conférence internationale sur la Syrie, organisée à Paris la semaine prochaine, le 13 février. Ce sera son ministre des Affaires étrangères. Les informations de Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous voyez passer Ahmed al-Shareh, je me dis mais qui est ce type?
Mais c'est notre ami Al-Joulani. Al-Joulani, c'était son nom de guerre, son nom de combattant djihadiste. Ahmad Al-Sharer, c'est son état civil, je dirais légal de naissance. Et donc, c'est lui, bien sûr, donc le nouvel homme fort. Moi, je pensais qu'ils avaient été chercher une espèce de pantin. Non, c'est bien lui. Il a changé d'identité. C'est pas mal pour la communication. On ne parlera plus de Al-Joulani en faisant le lien avec Hayat Tahrir al-Sham et l'émirat d'Idlib et tout ce qui s'y est passé d'abject. On dira, non, mais c'est ce monsieur-là maintenant, Ahmad Al-Sharer, le nouveau président syrien. Et donc, Macron l'a appelé. Et il l'a appelé pour faire quoi ? Pour l'inviter à venir en France. C'est-à-dire qu'un type qui est issu d'Al-Qaïda, qui a mis en œuvre la charia dans l'émirat d'Idlib, eh bien, la France l'appelle, premier État occidental, l'appelle pour le féliciter d'avoir pris le pouvoir, messieurs, dames. Le féliciter quand on voit tout ce qui s'est passé depuis le début de l'offensive de HTS pour prendre le pouvoir et renverser le régime de Bachar el-Assad. On tombe par terre. Donc Macron l'appelle, le félicite et l'invite à venir à Paris. Et c'est hallucinant. Alors certains vont dire et ironiser, et ils n'auront pas tort, il avait invité Bachar au 14 juillet pour mieux le lâcher ensuite. Bon, c'est de bonne guerre. Mais là, moi je pense à toutes les familles françaises qui ont perdu des proches dans les différents attentats islamistes de 2015, et depuis 2015, devrais-je dire, depuis 2015, pardonnez-moi, je pense que la couleuvre va être difficile à avaler et ils auront bien raison. Voilà où nous en sommes et où en est notre diplomatie. L'Afrique prend de l'ampleur dans les priorités russes. Un nouveau rouage s'ajoute à l'appareil diplomatique russe entièrement consacré à l'Afrique. Son nom en dit long, partenariat et coopération à tous les niveaux. Un signal clair, Moscou passe à la vitesse supérieure. Ambassadeurs, experts, chefs d'entreprise et représentants d'organisations publiques. La cérémonie a réuni tous ceux qui, au quotidien, tissent le lien entre la Russie et l'Afrique. Un moment fort marqué par le discours solennel de Sergei Lavrov, qui est venu poser les bases de cette nouvelle étape diplomatique. Pourquoi cette décision maintenant ? Le ministre russe en donne la clé. Cette décision reflète notre politique générale de renforcement des relations avec les pays africains et plus largement avec les pays du Sud, ainsi qu'avec les pays représentant la majorité de la population mondiale. Au sein du ministère, aussi bien à Moscou, ici, au siège, que dans nos ambassades et consulats à l'étranger, nous transférons beaucoup de ressources dédiées aux domaines de travail auparavant liés à l'espoir que nos collègues occidentaux se comporteraient correctement en respectant le droit international. Mais tous ces espoirs se sont effondrés. C'est pourquoi nous transférons ces ressources vers les domaines diplomatiques prioritaires, ceux qui sont consacrés à la coopération avec les pays qui représentent la majorité mondiale. Nous poursuivrons ces efforts. Les relations entre la Russie et l'Afrique ne datent pas d'hier. Moscou était aux côtés des nations africaines dans leur lutte pour l'indépendance. Un engagement qui résonne encore aujourd'hui. Et c'est précisément ce parallèle qu'a tracé Sergei Lavrov. Hier, les colonisateurs, aujourd'hui, le régime de Kiev. La dernière offensive des rebelles intervient quelques jours après qu'ils ont déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Un porte-parole du gouvernement de la RDC indiquait que l'attaque montrait que le cessez-le-feu n'était qu'un stratagème. Les Nations Unies affirment qu'au moins 2900 personnes ont été tuées dans la ville de Goma, dans l'est du pays, dont le M23 s'est emparé la semaine dernière. Un document interne de l'ONU vu par la BBC indique que plus de 100 prisonnières ont été violées et brûlées vives lors d'une évasion de la prison à Goma. Une responsable de l'ONU à Goma a déclaré que l'escalade de la violence avait entraîné davantage de déplacements et une crise humanitaire croissante, avertissant que le nombre de morts devrait augmenter. Jusqu'à présent, 2000 corps ont été ramassés dans les rues de Goma ces derniers jours et 900 corps restent dans les morgues des hôpitaux de Goma. Nous ne pensons pas que ce nombre n'augmentera pas. Nous nous attendons à ce que ce nombre augmente. Et il y a encore beaucoup de corps en décomposition dans certaines zones. Oui, monsieur le commissaire, dans votre lettre de mission, il est spécifié « Vous continuerez à travailler avec les parlementaires africains pour faciliter le commerce ». Alors la ville de Goma, qui compte 2 millions de Congolais, vient de tomber aux mains des rebelles du M23. La population s'enfuit et prend route car elle redoute à juste titre les violences et les exactions par lesquelles cette milice pro-Rwanda est connue et coutumière. Plus largement, c'est tout l'est de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui menacé par les appétits de Kagame et de ses milices.
Alors d'abord, si vous permettez, pourquoi s'intéresser à la République démocratique du Congo ? C'est le premier État francophone au monde. Plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants qui parlent français. Et dans quelques siècles, peut-être, on leur devra la survie de la langue française, ce qui est paradoxal. Deuxièmement, je fais partie d'un parti, vous le savez, qui a envie de limiter l'immigration. Si on veut que l'immigration soit limitée, la meilleure des choses, c'est que les gens puissent vivre en paix chez eux. Alors pourquoi depuis plus d'un an, c'est-à-dire avant le renouvellement du mandat, je me bats au Parlement européen sur cette question, parce qu'il y a quelque chose qui est, excusez-moi, mais qui pue dans un accord qui a été signé le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a un an. Qu'est-ce que c'est cet accord ? L'Union européenne part d'un bon constat. Elle dit, écoutez, pour notre avenir, on a besoin de sécuriser l'approvisionnement en matières premières rares. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui est dans nos téléphones, nos batteries. C'est ça. Ouais. Et on a un accord privilégié avec le Rwanda pour qu'il nous fournisse ces matériaux. Oui. Il y a un seul problème, c'est que le Rwanda ne les a pas. Eh oui. Les Rwandais ne les a pas, et tous les géologues vous le diront, le Rwanda n'a aucun de ces matériaux sur son territoire, ou en tout cas, quand il en a, c'est en infime quantité. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Pour faire très simple, le Rwanda entretient une milice qu'on appelle le M23, qui pille une partie de la République démocratique du Congo et récupère les matériaux pour les revendre à l'Union européenne. Alors, il y avait eu un cessez-le-feu organisé unilatéralement par le M23. C'était il y a 3 jours. Notamment parce qu'à Goma, la justification de ce cessez-le-feu, c'est-à-dire il y a tellement de morts, de cadavres à récupérer dans les rues, donc pour des questions sanitaires, on cesse les opérations de combat. Et puis, on apprend qu'hier, de manière, là encore, tout à fait unilatérale, le M23 a repris son offensive. Alors vous voyez où est Goma, encadré en vert. Et donc les troupes du M23 descendent maintenant sur la rive occidentale du lac Kivu en direction de Kalehe. Et leur cible, alors Kalehe c'est en rouge, et leur cible c'est bien évidemment Bukavu, qui est la capitale régionale du sud Kivu. Et donc là on se dit comment ça va se terminer. Et donc là, on apprend donc non seulement que le M23 reprend ses opérations offensives en direction d'une ville d'importance, Bukavu, capitale régionale, et que le Rwanda a dépêché de nouveau des troupes, ou aurait dépêché de nouveau des troupes pour soutenir cette offensive. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, Clémence. Qu'est-ce qui fait la une des médias irlandais ? Eh bien, les craintes du secteur économique depuis que Donald Trump a promis de taxer les biens exportés par l'Union européenne. Car au sein de l'UE, l'Irlande est le 3e plus grand exportateur vers les États-Unis, précise la RT. Le président américain prévoit aussi d'abaisser le taux d'imposition sur les sociétés à 15% aux États-Unis, rappelle The Irish Times, en concurrence donc directe avec le taux irlandais. Malgré la forte dépendance du pays aux géants de la tech, Google, Apple, Meta se sont tous installés ici, précise Newstalk. Le Premier ministre Micheál Martin tente de rassurer. Le risque de rapatriement est faible. D'après lui, ces entreprises ont passé des décennies à investir en Irlande, explique The Examiner. Tout de même, face aux menaces, un nouvel organisme consultatif a été créé hier, destiné à faciliter sous l'administration Trump un dialogue bilatéral entre les deux pays. Sur Candace Owens, vous savez, cette journaliste américaine qu'on dit proche de Donald Trump et qui, depuis maintenant, ça fait 2-3 vidéos qu'elle a publiées concernant Brigitte Macron. De proposer, c'est presque une série. J'ai vu que sa dernière vidéo avait déjà été vue plus d'1 million de fois alors qu'elle a été publiée hier seulement. Donc on voit en effet cette série à grande audience, en tout cas qui est très 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 suivie et qui a forcément un impact, qu'on le veuille ou non, et c'est aussi pour ça qu'on a un devoir d'en parler, qui a forcément un impact sur en tout cas la vue que beaucoup d'Américains au moins, et puis de Français également, parce que c'est très très suivi, ont sur le couple présidentiel. Mais d'abord Charlotte Dornelas, vous avez entendu sa voix. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes avec nous sur Europe 1 ce matin. Charlotte, depuis quelques jours, Jean-Luc Mélenchon provoque une vague d'indignation après ses propos sur la Nouvelle-France, fruit d'un remplacement de population. C'est ainsi qu'il l'a présenté. Qu'est-ce que vous retenez des propos du patron des Insoumis ? Eh bien que Jean-Luc Mélenchon est finalement moins surprenant que ceux qui s'en étonnent.
jeune. Il veut, en héritier des révolutionnaires de 93, faire du passé table rase. Mais est-il le seul ? Voilà des années que la France n'est défendue que par son universalisme, qu'elle est transformée en idées et en valeurs, invisibilisée par son régime de gouvernement qu'est la République. Des décennies à mépriser tout attachement enraciné, à relativiser nos mœurs, à répéter que le mouvement est le progrès et que la différence est une richesse, que seules des valeurs comptent et qu'aucune tradition ne vaut celle de l'accueil, pour finir par un réveil brutal. Que peuvent des valeurs abstraites et universelles dans les débats qui nous occupent ? Comment s'habillent les femmes ici ? Que mangent les enfants à la cantine en France ? Que faire de l'abaya dans les écoles occidentales ? Quelle fête jusque récemment commune nous offre des jours fériés ? Avec qui partager la piscine et comment se vêtir sur la Côte d'Azur ? Ces débats interrogent nos mœurs ici en France, pas nos valeurs. L'universalisme n'a produit aucun miracle, l'importation de sociétés culturelles différentes, à part le nombre, fragilisait les nôtres. Certains s'en désolent. Mélenchon y voit deux avantages de manière transparente. D'abord, cette importation de mœurs accélère le mouvement de table rase qu'il espère depuis si longtemps et que le wokisme poursuit en parallèle. Ensuite, parce qu'elle offre un nouvel électorat potentiel à qui il s'adresse différemment et à qui il offre l'avenir de la France. Les traditions, c'est mal quand elles sont héritées, ici seulement. Qu'elles viennent d'ailleurs et Mélenchon les embrasse sans ciller. Mais c'est tout s'il y voit un mouvement électoraliste, personne n'a l'air de prendre le mot au sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette accusation d'électoralisme ? Pour qu'un mouvement soit électoraliste, il faut qu'existe l'électorat. Or, Jean-Luc Mélenchon explique clairement que la France et ses traditions héritées doivent disparaître au profit d'une nouvelle génération dont un jeune sur 4 a un grand-parent étranger. S'il peut le dire et s'adresser exclusivement à eux, c'est que cette réalité existe, que cette population est désormais en France et qu'elle est même largement française. En raison des politiques d'immigration menées pendant des années par ceux qui refusent naïvement les conséquences culturelles de celles-ci et qui s'indignent que Jean-Luc Mélenchon s'en saisisse. On peut difficilement s'étonner qu'une immigration extra-européenne conséquente, alimentée par une immigration familiale organisée, aboutisse à autre chose qu'à l'installation d'une culture extra-européenne en France. Encore plus quand la culture du pays d'accueil a fait l'objet d'une culpabilisation déterminée et que le débat a été verrouillé pendant des années par une accusation systématique de tous ceux qui expliquaient simplement que les hommes et les cultures ne sont pas interchangeables et que le nombre comptait forcément. Les sociétés sont le fruit de ceux qui la composent, tout simplement. Alors, on note que le débat a quand même évolué. Même François Bayrou, récemment, a évoqué un sentiment de submersion migratoire. Et les réactions ont prouvé que l'absence de transparence sur l'ampleur de l'immigration était absolument consciente. Le mot submersion dans la bouche d'un homme qui s'en inquiétait a provoqué des jours de polémiques et de débats sémantiques. Le mot grand remplacement dans la bouche d'un homme qui s'en félicite, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, n'a pas occupé le 10e des journalistes et politiques plus de 3 minutes. Mais qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, la réalité décrite était pourtant la même. Et dans les faits, ces mots ne changent rien. Les chiffres de l'immigration sont tombés avant-hier et la courbe se poursuit dans les mêmes proportions. Raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, encore lui, a appelé la Nouvelle France à investir la ruralité. Stupeur jusque dans les rangs de ceux qui défendent pourtant le plan de répartition des migrants dans les petits villages de France. Bien vu, signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.